Bonjour à tous, vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. L'émission à l'écoute est Accent du Sud. L'objectif du programme est de donner la parole aux acteurs et actrices du Sud, vivant ou de passage à Montréal. Il peut également arriver que je cède le micro aux personnalités du Nord, des personnalités qui ont quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du Sud. Aujourd'hui, je vous propose une discussion que j'ai animée autour du thème « La femme noire dans le génie au Canada », le cas de la femme camerounaise, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme qui s'est célébrée ce 8 mars. La discussion a porté globalement sur les expériences, les défis et les opportunités des Camerounaises qui ont embrassé les métiers de l'ingénierie ici. Nous avons discuté de leur parcours singulier, de l'intégration professionnelle avec une ouverture sur la place du réseautage et du mentorat. La conversation nous a amenés à parler des questions de discrimination de toutes sortes, en soulignant la dimension intersectionnelle qui concerne surtout la femme noire en Amérique du Nord. Évidemment, nos panélistes ont évoqué aussi les solutions qu'elles ont trouvées ou des initiatives qu'elles entrevoient pour surmonter les difficultés qu'elles rencontrent ou pour explorer des voies inédites encore inexplorées. Pour évoquer l'ensemble de ces thèmes, je me suis entouré de 4 dames, 4 ingénieures camerounaises à différents stades de leur carrière. J'ai notamment discuté avec Sophie Miniem, qui œuvre comme vice-présidente du conseil d'administration et membre du conseil exécutif d'une entreprise montréalaise. Elle est aussi chef d'équipe et ingénieure senior. Avec nous également Ila Kenfak. Elle est Business Intelligence Analyst, Senior Software Architect, Senior Quality Professional et Manufacturing Engineer. La docteure Nathalie Oum nous a aussi rejoint pour cette conversation. Elle est conférencière chargée de cours à ETS, conseillère stratégique et chef d'entreprise. Et puis Fabiola Ngoko, consultante au comité de consultation en gestion de Polytechnique Montréal. Elle est étudiante finissante en génie à Polytech. Et Fabiola est aussi l'une des ambassadrices de cette institution de formation de pointe en ingénierie que tout le monde connaît bien sur la place de Montréal. Accent du Sud, c'est aussi de la bonne musique originaire du Sud. Au menu aujourd'hui, de la musique camerounaise avec un zeste de musique brésilienne. Le Brésil est représenté ici par Isa qui chante Dana Lenim. Pour le Cameroun, je vous propose People de Libianca et Keneso de Charlotte Dipanda dont vous écoutez déjà les premières notes. Vous êtes sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Vous écoutez Accent du Sud. Je discute des expériences, des défis et des opportunités des Camerounaises qui ont embrassé les métiers de l'ingénierie. Une conversation organisée par le réseau des ingénieurs camerounais au Canada, IC2. Je suis William Baïha. Bienvenue. Diana unangie, pereko Diana unangie, bele unako Diana unangie, ea heye puma benge, ah oh, ea heye puma benge, ah oh, bubu keneso, bubu keneso, se kaliane leme bume, babuna bubu keneso, oh, bubu keneso. Babuna bubu keneso
Keneso de Charlotte Dipanda, la diva de la musique camerounaise sur les accents du Sud. CSM 89.3 FM sur Montréal. Aujourd'hui, je reçois Ella Kenfak, Dr Nathalie Oum, Fabiola Ngoko et Sophie Miniem, 4 ingénieures camerounaises pour discuter des expériences, des défis et des opportunités des Camerounaises qui ont embrassé les métiers de l'ingénierie au Canada. Pour commencer, j'ai demandé à Sophie Miniem de nous parler de l'histoire particulière qui l'a amenée à choisir de devenir ingénieur au Canada. Tout commence par la maison. Je vais essayer de ne pas être longue, trop longue. Tout commence par la maison. Donc, moi, je suis née au Cameroun, à Douala, d'une mère prof et d'un père chef au chemin de fer et plus tard directeur des chemins de fer. Donc, ma mère, elle m'a toujours... donc, elle m'a inculqué la liberté de la femme, l'indépendance économique, donc de la confiance, de l'inclusivité. Donc, elle m'a donc, en étant prof, c'était évidemment super important, super présent, le besoin de la réussite académique. Donc aussi, elle a été un soutien inébranlable en toutes circonstances, que ça soit lors des épreuves, des défis ou lors des réussites. Donc, en même temps, je lui rends hommage à ma maman aujourd'hui, qui nous a quittés il y a à peu près 2 ans. Et de l'autre côté, mon père, lui, un homme aimant, fier aussi, donc qui, pour lui, c'est l'excellence et rien de moins. Donc, pour lui, c'était la réussite académique. Et à l'époque, mon bulletin, c'était vraiment super important pour mon père et je comprenais pas pourquoi, mais là, je comprends que la liberté de la femme, c'était important pour lui. Et donc, en 1900, ça va trahir un petit peu mon âge, quel ne fut pas son bonheur de voir en 1988 sa fille, suite à l'obtention de notes presque parfaites à l'examen d'État en mathématiques et en sciences, j'ai pu décrocher donc la sélection pour les bourses de l'Agence canadienne de développement international. Donc, comme on dit, #ProudDad. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, donc, en 88, je me suis envolée pour le Canada. Et donc, à l'époque, j'ai été sélectionnée pour entrer dans le génie électromécanique à l'Université de Moncton. Et c'est d'où ça part. Alors, d'où commence mon séjour au Canada en 88, nous étions 7 et avec d'autres compatriotes. Donc, moi, j'étais à Moncton avec mes 4 compatriotes camerounais hommes et j'étais la seule fille dans le groupe, mais j'ai été j'ai pas connu l'isolement à cette année-là grâce à cet entourage. J'étais bien entourée on se soutenait dans cette belle aventure qui nous avait été offerte. Donc, c'est ça, c'est le début de mon arrivée au Canada. Et par la suite, l'année d'après, j'ai toujours voulu aller à Polytechnique. J'ai adoré Moncton, j'ai adoré l'Atlantique. Mais j'ai choisi de m'inscrire à Polytechnique de Montréal, donc en 89. Et mon aventure a continué. Je ne sais pas si je prends trop de temps, j'ai pas envie de... Oui, bon, je pense qu'on reviendra sur cette expérience qui est quand même assez inspirante, hein, je suis sûr, mais aussi assez élevée parce que les standards sont hauts. Je passe la parole maintenant à Nathalie. Alors, Nathalie, on a parlé avec Sophie tout à l'heure. Vous allez me pardonner de vous voyez.
Si au Non, Québec, non, on a vous pouvez tendance, me tutoyer, vous pouvez me tutoyer. au Québec, on a tendance très facilement à tutoyer, mais bon, disons, on va naviguer entre le tutoiement et le vouvoiement. D'accord. Donc, alors, on a vu avec Nathalie, le parcours en ingénierie au féminin commence souvent à la maison, commence dans la famille avec des piliers qui sont forts, qui sont engageants, encourageants. Est-ce que c'est la même expérience qui vous amène, vous, dans le champ de l'ingénierie? Oui, c'est la même expérience que Sophie. Tout part de la maison, comme elle a si bien dit. Alors, mon père, c'est un autodidacte, hein, un érudit, donc j'ai toujours été en admiration avec mon père. Il est gradué de l'École polytechnique du Cameroun, promotionnaire du temps du président Ahidjo. Donc, c'est vraiment, c'est lui qui m'a inspiré au niveau du génie. Donc, il a fait une très belle carrière. Dans des entreprises multinationales, mais toujours en Afrique parce qu'il voyageait dans différents pays. Et donc, c'est vraiment lui qui m'a inspiré à faire le génie, à tout simplement devenir ingénieur. Donc, moi, c'était facile, hein, je veux être comme papa. Donc, j'ai fait mes classes préparatoires en France parce que j'étais dans le cursus français. Donc, j'ai fait les classes préparatoires et puis j'ai intégré une école d'ingénieur en génie hydraulique et mécanique des fluides. Ensuite, au niveau de cette école, il proposait de faire une année d'échange au Canada. Donc, la dernière année d'école, je l'ai faite à l'École polytechnique de Montréal en échange au Canada. Et c'est comme ça que je suis restée au Canada. Et puis, j'ai continué en faisant une maîtrise en génie civil et puis un doctorat en génie des bâtiments et génie civil. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça mon parcours. Alors, je vais passer la parole à Ella. La question que je veux poser, je sais qu'il y a des expériences de cette nature-là également, mais je veux faire avancer un peu la discussion et vous pourrez bien sûr faire cas de votre expérience. Est-ce qu'il faudrait être une femme exceptionnelle pour faire le génie? C'est-à-dire, il y a des ingénieurs hommes donc qui peuvent être normaux là, on peut dire, mais pour une femme, ça demande d'être exceptionnel. Est-ce que vous avez cette impression? Et là. Euh, je vais dire oui puis non, en fait. Euh, non, je commence peut-être par le non. Non, parce que, en fait, euh, le génie est ouvert à tous, en fait. C'est vrai que quand j'étais plus jeune et quand je pensais génie, il fallait absolument être la meilleure en mathématiques pour être dans le génie. Aujourd'hui, on voit qu'il y a différents branches de génie, biomédical, civil. Le génie est vaste, donc faut pas nécessairement être excellent pour être dans le génie. Maintenant, le oui pour moi, c'est parce que peut-être c'est un peu biaisé par mon expérience. J'ai évolué particulièrement dans le génie mécanique, qui est un domaine, bon à l'époque, je crois encore, qui est à forte prédominance des hommes. Et quand tu es une femme dans un milieu industriel, il faut se démarquer. C'est vraiment c'est la réalité sur le plancher, comme on dit ici. Il faut se démarquer. Il y a encore parfois des préjugés euh, qui ont la peau dure, en fait. Donc, c'est un peu mon expérience face à cette question. Alors, Fabiola, vous pouvez ouvrir votre micro, hein, c'est votre tour. Je vais reprendre exactement la même question que j'ai posée tout à l'heure à Ella, mais en la reformulant légèrement. Alors, vous êtes sans doute la plus jeune de ce panel, et vous, donc, vous avez des expériences de 2024, là. Est-ce que vous avez l'impression que votre parcours ressemble au parcours qui a été décliné tout à l'heure par Sophie, par Nathalie et tout à l'heure par Ella? Honnêtement, non. Parce que, bien sûr, je ne déroge pas à la règle. Je suis le fruit de mes parents. Mon parcours est le fruit de mes parents. Mais tantôt, Nathalie a parlé, Ella, pardon, a parlé des réalités sur le plancher, du fait de se démarquer. Je pense que les choses ont beaucoup avancé depuis le temps. Quand une femme, c'est sûr qu'il faut se démarquer. Il reste des inégalités, il reste des préjugés, mais ce n'est plus aussi difficile qu'avant. Ce n'est pas choquant quand je dis je suis une femme en ingénierie. Ou encore, moi, je fais aussi ingénieur industriel. C'est de moins en moins choquant. Il faut de moins en moins combattre contre certaines personnes pour s'imposer. Alors, on aura l'occasion de parler tout à l'heure de cette discrimination et de cette défi lié à la marginalisation. Je vais rester avec vous, Fabiola, parce que vous êtes finissante à Polytechnique Montréal, pour parler de la vie professionnelle
est-ce que quand vous êtes donc une jeune dame ingénieure, donc dans quelques semaines ou quelques mois, est-ce que vous avez des appréhensions par rapport à l'intégration dans le monde professionnel? Est-ce que vous avez des peurs particulières en vous disant, je serai formé, c'est facile d'être formé dans le fond, mais travailler, ça peut être challengeant, ça peut être beaucoup plus difficile. Comme tout étudiant et étudiante, bien sûr, j'en ai. Mais personnellement, encore, c'est lié à mon profil, mais je suis une personne très active. Je ne reste pas juste à me poser des questions, je cherche des solutions. Et quand tu cherches des solutions, tu les trouves. Tu trouves que ce soit par le mentorat, que ce soit par des séances comme celle-ci, un panel où il y a des personnes avec d'expérience qui discutent. Donc, il reste des interrogations qui rendent anxieux, mais c'est possible d'apporter des réponses et de réduire en fait le niveau. Sophie, vous êtes arrivée au Canada Oui. il y a quelques années, peut-être même quelques décennies. Est-ce que à votre époque, vous aviez perçu des obstacles après la formation? Parce que c'est bien beau de venir du Cameroun dans un parcours d'excellence, venir avec l'acquis, être formé, et puis rentrer dans la société québécoise de cette époque-là, des années 90, trouver du travail à cette époque-là. Est-ce qu'il y avait des obstacles que vous avez rencontrés? Oui, William, effectivement, dans ces années-là, il y avait des grands défis. Déjà, il y avait beaucoup de sous-représentation. Hein. On n'était pas très représentés comme femmes en génie et en général comme Africains en génie et encore plus comme femmes. Et après le diplôme, on a une coupe de désillusions. Hein. Donc, déjà, à l'époque, on avait au niveau du droit au travail pendant les études, on était limité. On n'avait pas ce droit au travail pendant les études. Comparé à, par exemple, nos autres collègues dans les mêmes classes. Ce qui fait qu'à la fin du diplôme, il fallait avoir de l'expérience. Il n'y en avait pas d'expérience parce qu'on n'avait pas eu les mêmes opportunités. Il fallait, en plus, en arrivant comme étudiant, on n'avait pas le permis de travail non plus, qui était un long permis de travail. On avait un 30 jours, je pense, puis après, bon, il fallait trouver d'autres moyens. Donc, je te dirais, à l'époque, c'était très complexe. Donc, déjà, d'avoir le permis pour rentrer dans le système, d'avoir l'expérience qui accompagne ce permis-là. Donc, c'était assez ardu. Dans mon cas, j'étais dans la même situation que tout le monde, donc il a fallu que je fasse des démarches, que je perde, je dirais, un certain temps pour régulariser ma situation à l'extérieur. Donc, il fallait aller faire les demandes à New York, aux États-Unis, puis attendre que les demandes aboutissent pour en même temps, les employeurs ne prenaient pas de chance parce qu'ils savaient pas si on allait rester, si on n'allait pas rester. Donc, une série de situations complexes, et en étant femme en plus dans un domaine où on était rare. Donc, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'ouverture à ce niveau-là. Je sais pas si Fabiola me contredirait là-dessus, mais je pense qu'il y a un peu plus de possibilités d'intégrer des stages, peut-être au niveau de l'université. Il y a plus d'activités autour des étudiants étrangers qu'on peut comparer à ce moment-là. Je vais prendre Ella, peut-être si Fabiola veut quand même dire quelque chose, elle pourra le dire tout à l'heure. Mais Ella, je ne sais pas si vous avez rencontré ce type d'obstacle également, ou c'était des choses un peu différentes. Là, je suis en train d'essayer de voir les évolutions, s'il y en a eu où c'est un peu plus compliqué, notamment dans le champ de l'ingénierie même, et dans le cas des entreprises, quand on commence par exemple à travailler. Les premiers moments, les premiers pas qu'on fait, est-ce que c'est challengeant et de quel type de challenge s'agit-il? C'est sûr que quand tu finis la réalité au niveau des études versus le marché du travail, c'est toujours deux modes différents. Hein.
Mais je dirais déjà, moi, dans mon parcours scolaire, j'avais eu l'occasion de faire plusieurs stages, ce qui m'avait grandement aidé dans mon insertion professionnelle par la suite. Donc, ce fut un très grand tremplin. Néanmoins, quand j'ai intégré le marché du travail, c'est assez normal, je savais qu'il y a une grande différence entre qu'est-ce qu'on apprend à l'école et l'usage du métier. Mais oui, la transition fut plus ou moins facile pour moi, surtout, comme j'ai dit, parce que j'avais fait plusieurs stages pendant mes études. J'avais une certaine expérience professionnelle, entre guillemets, bien que c'était des stages, mais il n'y avait pas un choc. Et quand je faisais des entrevues, que je rencontrais des employeurs, j'avais une certaine crédibilité du fait que j'avais déjà eu à travailler par le passé, j'avais déjà eu à connaître le milieu. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Já não importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Isa, encore appelée la Beyoncé du Brésil dans les accents du Sud. Isa chante Dana Lenim sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Poursuivons la conversation avec nos 4 ingénieurs, Sophie Niem, Ella Kenfak, Fabiola Ngoko et la docteure Nathalie Oum. Nos échanges portent sur la femme noire dans le génie au Canada, le cas de la femme camerounaise. Avant la pause, nous avons évoqué les questions d'insertion professionnelle et Nathalie nous parle maintenant de la perception qu'elle a de la jeune génération. Qu'est-ce qui manque aux jeunes ingénieurs qui entrent dans le métier aujourd'hui? Pas grand-chose. Non, mais en fait, quand on sort du parcours académique des universités canadiennes et québécoises, mais je trouve qu'on a tout pour commencer à avoir une belle carrière en génie. Je dirais au niveau des connaissances, il ne manque de rien. Là, peut-être où je dirais qu'ils ont besoin d'aide, c'est au niveau de
comment dire ça, de bâtir en fait leur personnalité. Voilà, ça dit qu'il faut vraiment qu'ils soient, oui, qu'ils soient entreprenants, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils n'aient pas peur d'oser, parce que ici, on dit qu'ils ne demandent rien à rien. Voilà, donc après ça, je me dis aussi, il y a la réalité collective, c'est-à-dire ce que les gens issus de l'immigration peuvent vivre, et puis aussi une réalité individuelle. Donc, par exemple, moi, ma réalité individuelle au niveau de l'accès à l'emploi était complètement différente, c'est-à-dire, j'ai jamais j'ai jamais envoyé plus que 2 CV à 2 endroits différents, c'est-à-dire soit ça marche au premier coup, au deuxième coup. Donc, j'ai jamais eu de problème. Tu sais, parce que des fois j'entends des personnes qui disent j'envoie des CV, patati, je sais pas pourquoi. Mais moi j'ai jamais eu des problèmes à ce niveau-là. Comme je dis, c'est au premier ou au deuxième coup. Et même des fois, tout récemment, c'est des chasseurs de tête qui me contactent, donc j'ai même plus besoin à postuler pour pouvoir évoluer dans la carrière. Donc c'est pour ça que je dis, il faut pas toujours se fier à la réalité collective. Chaque personne a sa personnalité, a son bagou, son entre-gens, et puis y aller de l'avant, quoi. Je reviens à Sophie. Sophie, Oui. j'ai manifesté, donc je veux lui passer la parole. Oui, donc, non, c'est ce que je disais. Donc, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, les stages sont ouverts et ça, je trouve que c'est un élément vraiment essentiel. Donc, pour aider les jeunes à rentrer dans le milieu de travail, nous, les jeunes aujourd'hui, comme Nathalie disait, ils ont beaucoup d'atouts, ils ont pas mal tout, il manque pas grand-chose. Donc, saisir les opportunités de stage, euh, ça, c'est vraiment important. Et récemment, moi, j'ai un jeune qui a fait ses stages chez nous et qui maintenant est engagé chez nous. Donc, on espérait qu'il accepte de rester. Donc, c'est rendu là. Donc, c'est fantastique. Donc, je dis maintenant, la réalité est tout autre. À mon époque, c'était un peu plus ardu, mais bon, il fallait se battre un peu. Et une fois qu'on entrait dans le système, on s'installait, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Genre, j'ai régularisé mon cas. Je suis rentrée avec la résidence permanente, la citoyenneté et tout. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres défis qu'en tant que femme, on peut pas ignorer. La maternité. Donc, la maternité va arriver à un moment donné. Et c'est de composer avec la conciliation, avec la famille, avec le travail et parfois les études. Donc, ça aussi, c'est quelque chose avec quoi. On aura à parler tout à l'heure de ces enjeux-là. Je voudrais poser la question à Fabiola parce qu'il paraît que vous vivez dans le paradis actuellement. Le paradis, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tout va pour le mieux par rapport à tout ce qu'on a vécu au cours des 30 dernières années. Aujourd'hui, vous êtes quasiment... on vous chouchoute, on vous attend dans les entreprises comme on attendrait... On espère qu'il reste. On espère que vous restiez. Est-ce que vous avez conscience de cette chance que vous avez aujourd'hui? C'est un peu provoquant, hein, mais quand même. Malheureusement, je dirais non, parce que ce sont des acquis. On ne réalise jamais où on est tant qu'on n'est pas passé par autre chose avant. Donc, moi, aujourd'hui, c'est bien sûr en discutant avec des femmes comme Sophie qui m'explique que non, c'était pas comme ça il y a de cela 2 ans que je réalise, mais c'est sûr que pour moi, aujourd'hui, quand j'arrive dans une entreprise, j'ai conscience qu'ils ont plus besoin de moi que moi d'eux. Donc, tout ce que je peux faire à ma position, c'est connaître ces atouts-là que j'ai et savoir en jouer. Mais de là à dire que j'ai conscience des choses qui se passaient avant, je sais ce qui se passait avant, mais je ne le prends pas en compte dans mon quotidien. On va dire ça comme ça. J'ai quand même une question, je ne sais pas qui va y répondre. C'est une question de curiosité. Il y a 2 niveaux souvent d'intérêt pour les ingénieurs qui arrivent notamment de l'immigration et qui sont formés. Il y a les ingénieurs qui sont formés à partir du premier cycle, donc qui ont fait leur formation d'ingénierie complètement ici au Canada, et les ingénieurs qui arrivent faire le second cycle ou bien le troisième cycle. Est-ce que c'est les mêmes défis qui se posent dans les 2 cas?
Est-ce que c'est pas, on ne cotise pas plus facilement des gens qui sont formés de la première à la quatrième année ici par rapport à ceux qui sont déjà arrivés et qui doivent faire juste 2 années d'un parcours, je ne sais pas trop encore, en gestion des projets, etc. Mais je dirais qu'a priori, c'est une question d'âge. C'est pas une question de parcours, c'est une question d'âge. De ce que moi j'ai observé dans mon expérience, c'est-à-dire quand on se retrouve par exemple avec un ingénieur, disons ça comme ça, d'une quarantaine d'années qui est arrivé ici, il était ingénieur ailleurs, il est arrivé ici et puis fait une maîtrise pour s'intégrer dans le marché du travail. C'est beaucoup plus difficile que quelqu'un qui est genre à 24 ans sort d'une université canadienne. Je pense que c'est lié à l'âge qui derrière l'âge, il y a la culture, la manière dont la personne est habituée à fonctionner. C'est pas vraiment un problème d'intégration parce que maintenant, tout le monde est bienvenu, que ce soit quelqu'un qui a un parcours étudié ailleurs. J'ai juste fait le second cycle, le premier cycle, mais c'est l'adaptation en raison justement de la... Il faut s'intégrer à la culture québécoise pour pouvoir évoluer. Sophie, juste en un mot. Je dis, c'est vraiment une question de l'adaptation aussi, du réseau, hein, de savoir, de trouver ses repères et de savoir à quelle porte cogner aussi. Donc, c'est pas, je pense, c'est le contexte, c'est les circonstances et c'est comment on s'entoure aussi là, qui fait la différence. Parlons maintenant du réseau. C'est une transition parfaite et de l'importance donc du mentorat. La plupart d'entre nous avons grandi au Cameroun ou avons des parents qui ont vécu au Cameroun. Et quand nous, on allait à l'université, parce que moi j'ai fait l'université camerounaise aussi, il n'était pas rare que nos parents nous déconseillent les mouvements associatifs, de la crainte de l'engagement politique, vous savez. Ou plus grave encore, la prolifération des sectes. La tendance était alors de s'en tenir aux études et rien qu'aux études. En fait, l'enjeu ici n'est pas de juger, bien sûr, nos parents, mais je voudrais poser une question par rapport à ça. Est-ce que ce type de réflexe qui existe au Cameroun, où on te dit, va à l'école, il faut éviter la politique, évite les associations, évite les sectes, là, tient la route ici au Canada? Quand on a notamment des carrières qui sont en construction, que ce soit au début, mais également pour le développement des carrières, et encore notamment pour les femmes. Je pose la question à Ella. Pour répondre à votre question, peut-être je vais un peu parler de mon parcours. Quand j'ai fini mes études au DCI, donc j'ai fait la section anglophone au pays. Aussitôt que j'ai fini le DCI et level, je suis venue tout de suite au Canada. On ne nous a pas dit d'éviter les sectes ici? Exactement, donc c'est ça, je n'ai pas connu cette réalité d'éviter les sectes et tout ça. Donc, je suis vraiment là, j'ai commencé, j'étais au Canada avant que mes résultats de DCI et level sortent. Et quand j'intègre automatiquement la culture québécoise, on me fait savoir si tu veux évoluer, tu dois avoir un réseau en fait. Je me rappelle à l'époque, ça s'appelle réseau ICD. Avant, réseau, les premiers débuts, je veux dire, j'ai rencontré beaucoup d'amis personnels avec qui je suis encore très proche aujourd'hui à travers ce réseau, avec qui j'ai évolué dans différents aspects de ma profession. Donc, pour moi, ça va de soi, en fait, que le réseautage est important parce que j'ai certains chemins de vie, en fait. Fabiola, on ne vous a pas dit d'éviter les Camerounais au Canada? Merci que les questions soient posées de façon aussi franche. Et oui, c'est vrai. Même quand je suis arrivée sur le territoire canadien, les premiers Camerounais avec lesquels j'ai été en contact m'ont conseillé, si je veux réussir mon parcours au Canada, d'éviter les Camerounais. C'est un fait, mais aujourd'hui, avec de l'expérience, j'arrive à comprendre que nous sommes juste les facteurs, les fruits de notre société. Nos parents, nos pères ont eu des raisons de nous conseiller d'éviter les Camerounais en cette période-là. Ce n'était pas forcément des raisons en rapport avec l'ingénierie, mais c'était en rapport avec leurs expériences de vie, comme on le sait, tous ici. Mais quand je suis arrivée au Canada, tu dois devenir le facteur de la société dans laquelle tu vas évoluer. Au Canada, ça ne se passe pas comme ça. Ici, tout au contraire, le réseau, c'est la base de tout dans le monde professionnel. Donc, j'ai eu les conseils, je les ai suivis pendant un certain temps, mais j'ai réalisé que dans cette société, ça ne fonctionne absolument pas. Nathalie, sur la question du réseautage et de la différence culturelle qui existe entre
la perception qu'on a du réseautage dans la société classique camerounaise et la perception qu'on a du réseautage ici. Est-ce que vous avez ressenti cette tension? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je dis les réseaux ont leur utilité. Donc, il y a certains réseaux auxquels, si on a accès, ça peut nous ouvrir des grandes portes. Ça, c'est un fait. Donc, je me dis, chacun doit voir chacun doit utiliser les outils à sa disposition. Le réseau, ça peut être un outil pour aller vers où il veut aller. Donc, moi, je ne suis pas nécessairement contre les réseaux. Je ne suis pas non plus pour les réseaux, mais je me dis, c'est à chacun de faire la part des choses. Voilà. Mais après ça, je me dis, on n'est pas en train de parler. C'est sûr qu'on entend souvent bon, moi, j'écoute des fois des histoires abracadabrantesques sur Internet. On demande des actions pas propres là. Pas catholiques, c'est ça, pour rentrer dans les réseaux et tout ça. Mais je veux dire, si on occulte vraiment ces aspects un peu noirs, je me dis, le réseau sert justement à faire évoluer les personnes et à leur propulser à des endroits où ils ne pourront pas. Moi, par exemple, je n'appartiens à aucun réseau. Je vais dire, le parcours, on peut évoluer sans appartenir à un réseau, mais il y a des portes qui sont fermées. Voilà, c'est juste une réalité, mais après, c'est un choix qu'on fait. Alors, Sophie, oui. Est-ce que le réseau est un escabeau ou est-ce que c'est un escalier? Bonne question. Est-ce que c'est un escabeau? Je dirais que c'est pas une nécessité d'appartenir à un réseau, mais ça dépend de ce qu'on cherche. Donc, il faut choisir, il faut faire la part des choses. Donc, prendre ce qui nous permet d'avancer, pas l'inverse. Donc, le réseau, c'est sûr que rencontrer des personnes d'expérience vers qui on peut se tourner pour recevoir certaines orientations, mais c'est avec intelligence, tu sais, on n'y va pas aveuglement. Donc, je vais bien choisir les personnes d'influence, bien choisir selon l'objectif qu'on recherche. Et je pense que c'est ça, quoi. C'est pas juste d'appartenir à un réseau, mais aussi de savoir pourquoi et comment on veut cheminer dans ce réseau-là et comment on veut tirer profit aussi du mentorat, tirer profit des expériences. Parce qu'il y a une petite nuance entre le réseau et le mentorat. Parce que le réseau, c'est quelque chose de grand, mais le mentorat aussi, c'est un accompagnement avec une personne particulière d'expérience. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe dans notre contexte ici au Canada, mais ça me paraît être aussi une voie, peut-être pour nuancer les effets pervers du réseau. Nathalie? Exact. Oui, le mentorat, effectivement, moi je ne fais plus présentement, mais à l'époque, j'ai fait beaucoup de mentorat, c'est-à-dire encadrer des jeunes, des ingénieurs juniors ou des stagiaires qui sont encore aux études dans la profession d'ingénierie. Bon, moi, j'étais particulièrement dans le domaine de gestion des infrastructures civiles, publiques, municipales. Donc, je l'ai fait beaucoup. Et puis, je peux dire que des étudiants africains, parce que je généralise, des étudiants noirs africains que j'ai encadrés, beaucoup sont restés en fait dans la structure, dans la structure où j'étais. Donc, je trouve que c'est très bien. C'est très bien de les encadrer. Et puis, bon, ce que je fais aussi, bon, ça, c'est un encadrement qui était beaucoup plus professionnel, hein, c'est-à-dire, on montre comment travailler, etc. Mais des fois aussi, il y a aussi un autre type de mentorat qui est plutôt des conseils. Ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire des ingénieurs qui débutent dans leur carrière, c'est quoi choisir, que faire, comment me positionner. Et puis là, c'est juste donner des conseils d'expérience à ces ingénieurs-là. Et ça, par contre, je trouve que c'est très utile. C'est quelque chose qu'on peut négliger en début de carrière, mais c'est très utile parce que je me dis, si j'avais eu ces conseils-là en début de carrière, j'aurais évité beaucoup d'erreurs et de retards.
C'est ça, parce que le temps ne revient jamais quand on l'a perdu. Voilà. C'est clair. From Bamandait, Libyanka. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. And if you don't know me well, you won't see how buried I am inside my grave. Inside my grave. Cause you see people don't really know you. They don't really know you. Cause you see people, they don't really know you. They don't really know. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Oh, Holy Father, they drive on my head. Cause they make you no leave me deep. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM sur Montréal, accent du Sud. Vous écoutez People de Libyanka, une autre voix magnifique originaire du Cameroun. Le Cameroun a l'honneur donc dans cette édition d'Accent du Sud. Aujourd'hui, j'anime une discussion organisée par le réseau des ingénieurs camerounais au Canada autour du thème « La femme noire dans le génie au Canada », le cas de la femme camerounaise. Mes invités sont Fabiola Ngoko, Dr Nathalie Oum, Ella Kenfak et Sophie Miniem. Évoquons maintenant l'enjeu de la discrimination qui, pour la femme noire en Amérique du Nord, est un enjeu intersectionnel. La parole est d'abord donnée à Sophie Miniem. C'est pas un long fleuve tranquille, hein. Même c'est pas comme c'est pas du tout c'est plusieurs défis à tous les niveaux, que ça soit au début de la carrière pour rentrer dans la profession. Comme je disais, on est sous-représenté, donc c'est pas toujours évident qu'on ait les premières personnes auxquelles on pense aux tables de décision. Donc c'est vraiment il y a plusieurs situations en entreprise qui demandent une certaine résilience des femmes africaines aussi par rapport aux avancements de carrière. C'est pas toujours trivial, hein. Ça prend beaucoup de résilience, comme je disais, pour des fois certaines contributions qui sont pas nécessairement toujours reconnues à leur hauteur. Donc il y a des situations que les femmes vivent qui demandent de persévérer, de continuer de se faire confiance et de regarder vers l'avant, de travailler sans relâche. Je passe la parole à Ella. Ella, bon, je pense que ce que Sophie a dit, c'est une sorte de mise en table et d'un contexte général de la discrimination qui touche la femme, et singulièrement la femme noire africaine dans les entreprises ici au Canada. Mais est-ce qu'il y a une spécificité que vous avez perçue en vous disant, vraiment, si j'avais été autre chose, ça n'aurait pas été pareil. Si j'avais été un homme, ça n'aurait pas été pareil. Si j'avais été une blanche, ça n'aurait pas été pareil. Si. Est-ce que vous avez perçu ça quelque part? Bon, dans la réalité, je veux dire oui. Bon, parce que comme je disais, quand j'ai terminé mes études en mécanique,
le monde du plancher, c'est pour ceux qui évoluent en entreprise, le plancher, c'est l'usine, c'est l'usine versus les postes de bureau. C'est une autre réalité, en fait. Et puis, quand tu es une femme, quand tu es noire, c'est encore une autre réalité. Mais j'ose dire que parfois aussi, surtout en tant que femme, on a souvent ce problème du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, c'est comme si on se faisait pas assez confiance ou on a l'impression que, on a l'impression que la tâche est trop grande ou nous, on est trop petits. Je sais pas comment formuler ça correctement. Donc, oui, les réalités sont là. Les défis sont là. C'est inévitable, en fait. Mais il faut faire attention, surtout, à ne pas, les intérioriser, à se dire qu'on est capable, en fait. Donc, moi, j'ai eu vraiment la chance, au cours de mon parcours professionnel, d'avoir de très bons mentors. Certains qui sont membres de ce réseau, avoir de très bons mentors, ce qui fait que parfois quand je discutais avec eux, je leur présentais mes défis, je présentais les challenges, j'avais du feedback, puis il y avait toujours un mot qui ressortait. Tu as fait tes études, tu es capable. Tu as fini ta polytechnique, tu es capable. Tu as eu une maîtrise, tu es capable. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment donné le coup de pouce que j'avais besoin face à certaines situations que j'ai vues, face à certaines réalités que j'ai vues dans ma profession. Alors, Nathalie, comment on fait face à la discrimination quand on est dans l'entreprise? On a vu, et là, c'est avec de la positivité et flowers, des fleurs, en se disant, bon, on peut le faire, girl power. Mais, autrement, est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait avoir ou bien que toi, tu as développé pour pouvoir te protéger de tes discriminations? Ok, mais en fait, moi j'ai envie de dire en matière de discrimination, c'est vraiment du cas par cas parce que chaque cas est un cas. On va dire ça comme ça. Et donc, les solutions, en fait, c'est comme c'est Ella qui disait tantôt, c'est vraiment de rester positive et puis de se battre et de tenir jusqu'au bout. Des fois aussi, c'est de partir. Hein. Je veux dire, à l'impossible, nul n'est tenu. Des fois, c'est bon de partir et chercher une entreprise où on va reconnaître vraiment la valeur de la personne et puis évoluer. D'autres cas, bon, ça c'est un petit peu mon chemin, c'est-à-dire que j'ai diversifié mon portefeuille, c'est-à-dire oui, je suis en entreprise, mais je donne aussi des cours à l'université et puis à un moment donné, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Ça aussi, c'est ça, on peut aussi diversifier ses activités ou alors se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça que je dis, ça dépend des forces de chaque personne et puis de trouver vraiment ce qui fit avec leur personnalité. Mais j'ajouterais que au niveau des femmes noires, déjà, c'est compliqué d'évoluer. Quand je parle d'évolution, c'est-à-dire tu passes d'un ingénieur de plancher, on va dire ça comme ça, syndiqué, à un vice-président de la compagnie. Donc, moi, je dis, regardez juste les comités directeurs des entreprises, PDG, vice-président, zéro noir. Alors, je dis même pas homme noir, je dis tout simplement zéro noir. En tout cas, la majorité. La majorité. Donc, en plus de ça, les femmes québécoises, elles se battent pour arriver à ça. Alors, imaginez le parcours de la femme noire. Donc, c'est très, très difficile, j'avoue, pour une femme noire d'évoluer, de progresser en position dans une entreprise. Il va falloir qu'elle se batte, qu'elle aille dans des OBNL, faire valoir ses compétences, etc. C'est très laborieux. Et donc, moi, ma solution, c'était de me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, et puis c'est là où je m'éclate et puis je mets mes compétences en valeur tout en ayant toujours un pied dans une organisation publique conventionnelle. Bon, c'est ça. Je rajouterais, oui, effectivement, il y a autre chose, c'est les hommes autour de nous. Donc, je me dis, s'allier aussi, des hommes peuvent être des alliés dans ce combat que les femmes mènent en entreprise. Donc, pour, entre autres, diminuer les stéréotypes de genre.
Donc, c'est soutenir les femmes. Donc, j'ai eu des patrons qui m'ont soutenu en tant qu'homme. Donc, ça permet aussi de cheminer au sein de ces obstacles et aussi mettre un petit peu plus d'équilibre au sein des équipes. Pour terminer sur cette question, je voudrais donner la parole à Fabiola, parce que je suis persuadé qu'elle sera peut-être celle qui va briser le plafond de verre, hein, être parmi une personne dont parlait Nathalie là. Alors, Go, Fabiola, quelle est ta stratégie? Go! On est derrière toi. Quelle est ta stratégie pour arriver à cet objectif que tu viens de te donner toi-même? Je doute que je viens de me le donner. Vous me l'avez attribué. Mais bon, vu que je n'ai pas le choix, je vise l'excellence. Déjà, c'est une valeur personnelle, c'est une valeur familiale, c'est une valeur de Polytechnique. Donc, je vise l'excellence et pour ça, il faut une stratégie. En ce qui concerne la mienne, l'information, c'est la base de tout. Tant que tu n'as pas l'information, il faut aller chercher l'information de toutes les façons possibles. Donc, Nathalie a parlé tantôt de diversifier ses activités, d'être entrepreneur, de rester actif aussi, rester actif et conscient, mener des actions conscientes dans le but d'atteindre ses objectifs. Je ne vais pas entrer dans les détails spécifiques de mon cas parce que je suis nouvelle ingénieure, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vraiment ça mes 2 points. Aller chercher l'information et rester actif de façon consciente. Je recommence le tour de table rapidement pour parler avec Sophie de la discrimination au sein même de la société, au sein de notre communauté africaine, communauté camerounaise. Parce que la femme ingénieure est aussi une citoyenne, une épouse et une mère. Est-ce que c'est difficile de conjuguer les 2 rôles? Parce qu'on voit les difficultés à l'intérieur des entreprises, mais dans la société, est-ce que c'est facile de se pointer, de dire, ah, vous voyez, moi je suis une femme ingénieure, et peut-être je suis ingénieure. Mais on peut être... moi, j'ai eu à concilier le rôle de maman et d'ingénieur à un moment donné. Donc, ça se négocie aussi. C'est d'où l'importance du soutien de la hiérarchie autour de nous. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un patron qui me soutenait à ce moment-là. Donc, concilier garderie, travail et parfois même des études de maîtrise. Donc, c'est faisable, mais c'est beaucoup de négociation de temps. C'est beaucoup de gestion du temps qu'il faut en même temps vouloir avancer. C'est sûr qu'on prend un moment pour le congé. Hein. Déjà là, pendant ce temps-là, nos collègues, ils continuent. Donc, après, il faut rattraper. Donc, ça, c'est un défi. Mais en tant que femme, on s'attend à relever à un moment donné ce défi-là souvent. Donc, sauf ça dépend du choix de chacune. Donc, oui, moi, j'ai réussi à négocier ça avec l'aide de mon patron de l'époque pour pouvoir revenir après le congé, continuer. C'est sûr qu'à ce moment-là, l'avancement est un petit peu, c'est pas ça qui est important. Donc, c'est plus la famille. Après, la famille et le travail, on retourne au travail. Après, il faut faire avancer les deux, élever les enfants, et avancer la carrière. Donc, le mari, très important, le soutien du mari, très important, le soutien aussi au travail du patron. Mais ça se fait. Fabiola, est-ce que le fait de te lancer dans l'ingénierie, tu te dis que bon, l'affaire du mariage, là, on va d'abord attendre. Parce que les gars, quand ils voient ingénieur, ils disent non, ça c'est les mots de tête. Déjà, ta deuxième affirmation n'est pas du tout vraie. Non, je ne sais pas. C'est vrai que les gens sont beaucoup dans les relations interpersonnelles. Certains sont étonnés, on va dire, sont un peu, se sont défiés. Encore une fois, c'est toute une autre discussion, l'ego de l'homme, etc. Mais non, ce n'est pas un défi. Moi, j'avais un point à apporter qui est plus sur la société et encore plus notre société camerounaise. De mon côté, je n'ai pas ressenti le défi personnellement. En aucun moment, je me suis dit, je vais en génie, donc je vais avoir de la difficulté. Mais je pense que c'est la société qui me met ces difficultés dans la tête. Très jeune,
très jeune, j'aimerais vraiment apporter ce point-là, qu'on prenne tous conscience qu'à 18 ans, quand j'arrivais à Montréal, je commence mes études en génie et beaucoup de personnes me disent déjà, pense à construire une famille, tu vas faire 5 ans d'études, est-ce que tu es prête à faire 5 ans d'ici, quand tu finis poly, il faut que tu aies un mari. Mais encore une fois, c'est la société autour de nous et malheureusement, la société camerounaise, étant donné qu'on suit encore un certain modèle de famille, on est très porté à faire certaines remarques-là, ces remarques-là. Mais personnellement, je ne me suis jamais dit que je vais avoir des défis. C'est plus mon entourage et la société autour de moi qui me rappellent ces défis-là. Donc, j'aimerais alerter sur le fait que nous-mêmes, quand on ne projette pas sur les autres, nos envies, nos aspirations, qu'on essaye de laisser les personnes faire leur bout de chemin. Cette conversation touche à sa fin. Merci à Ayla, Nathalie, Fabiola et Sophie d'avoir accepté de partager leurs expériences. Je dis merci aussi au réseau des ingénieurs camerounais au Canada pour l'organisation de ce panel. Vous écoutez Accent du Sud à Montréal. Je suis William Baïha. Au revoir.